C'était le dernier jeudi d'avril. Ma mère avait préparé ses habituelles côtelettes de porc, du riz et ce ragoût de haricots verts que personne n'aimait vraiment, mais que personne n'avait le courage de dire. Mon père était assis en bout de table, comme il le faisait toujours, la serviette enfoncée dans le col, et il en était déjà à la moitié de sa deuxième bière. La cuisine sentait l'odeur de quelque chose qui brûlait légèrement sur la cuisinière. Maman oubliait toujours les petits pains, et le plafonnier bourdonnait comme il le faisait depuis 3 mois parce que personne n'avait pris le temps de remplacer l'ampoule. David racontait une histoire. C'est son habitude. Mon frère a toujours une histoire et elle commence toujours de la même manière, avec lui au centre de quelque chose d'impressionnant et tous les autres sur les bords qui regardent. J'ai donc conclu l'affaire sur le parking, a-t-il dit en coupant sa côtelette de porc des 2 mains comme s'il pratiquait une opération chirurgicale. C'est le trimestre le plus important que la société ait connu en 2 ans. Marcus m'a pris à part après et m'a dit que je pourrais être promu. Le visage de mon père s'est illuminé comme il ne le fait que pour David. Cette lueur spécifique. Comme si quelqu'un avait allumé une lampe derrière ses yeux. C'est mon garçon, a dit mon père. Il a vraiment dit ça. À voix haute. À 37 ans, maman a souri et a serré le bras de David. Nous sommes très fiers de toi, chérie. J'étais assise en face d'eux, en train de mélanger du riz à ma purée de pommes de terre. Silencieuse comme je l'étais depuis des années lors de ces dîners. Ce n'est pas que j'étais bouleversée. J'avais cessé de l'être depuis longtemps. C'était plutôt comme regarder une série dont on a déjà vu la fin. Vous connaissez chaque réplique. Chaque rythme. On s'assoit et on laisse faire. David s'est tourné vers moi avec l'expression qu'il arbore toujours lorsqu'il se souvient que j'existe. Pas vraiment méchante. Plutôt polie. Comme on reconnaît un meuble qui est soudain devenu un peu gênant. Comment se passe le truc technique, demande-t-il. Mon père a levé les yeux de son assiette. Il n'a rien dit, mais ses sourcils ont fait quelque chose. Un petit mouvement. Le genre de haussement qui dit, oui, comment ça se passe, ? Bien, ai-je dit. Ça se passe bien. Tu es toujours dans cette start-up, a demandé papa. Il a dit, start-up, comme certains disent hobby, . Ce n'est plus vraiment une start-up, ai-je dit. Et j'ai arrêté. Parce que j'avais appris. Au fil d'années de dîners exactement comme celui-ci, que plus j'expliquais, moins on m'écoutait. J'ai donc laissé la phrase s'arrêter là, suspendue dans l'air comme un fil que personne n'allait tirer. Dit papa. Il a repris sa bière. David est l'homme d'affaires de la famille, je suppose. Il rit de sa propre blague. Maman a ri aussi. J'ai souri. J'ai pris une bouchée de riz. J'ai laissé passer le moment comme je l'ai toujours fait. David, enhardi, a continué. En fait, j'ai pensé à m'acheter un appartement. Un vrai appartement. Quelque chose avec un jardin, peut-être. Papa, tu connais cette maison sur Elm Street? Celle à côté de ton pote Tom. Oh, elle est magnifique, dit papa en se penchant vers l'avant. 3 chambres. 3 chambres, un bon quartier. Tu devrais y jeter un coup d'œil. Je crois que je vais y aller aussi, dit David. Il m'a regardé avec désinvolture. Comme on regarde quelqu'un quand on s'apprête à dire quelque chose dont on ne pense pas qu'il va mal se passer. Je veux dire, au moins quelqu'un dans cette famille s'installe, non? Maman acquiesce. Il a raison, ma chérie. Quand vas-tu y penser? La stabilité d'une maison. Ce sont des choses qui comptent. Quand vas-tu trouver un vrai travail, Sarah, dit papa en riant encore à moitié. Un travail dont les gens ont entendu parler? Il n'était pas cruel. C'est ce qui rendait les choses difficiles. Il croyait vraiment à ce qu'il disait. Dans son esprit, un travail dont les gens avaient entendu parler signifiait quelque chose comme l'endroit où il travaillait. Harwood Associates. Un cabinet de conseil de taille moyenne, avec 43 employés et un site web qui semblait avoir été construit en 2009. Mais c'était stable. C'était sur point, il touchait une pension. Et dans le monde de mon père, c'était la définition du succès. J'ai acquiescé. Peut-être un jour, ai-je dit. Et je voulais plaisanter. Mais personne n'a ri. Nous avons terminé le dîner. Maman a débarrassé les assiettes. Papa a allumé la télévision.
David a consulté son téléphone et m'a dit qu'il devait partir. Sa petite amie et lui devaient aller boire un verre avec des amis. Et elle a serré maman dans ses bras, tapé sur l'épaule de papa et m'a fait un signe de la main en sortant. Conduis prudemment, lui ai-je dit. Oui, oui, a-t-il dit. Et il est parti. J'ai aidé maman à faire la vaisselle sans qu'on me le demande. Nous sommes restés côte à côte devant l'évier, elle me lavant et moi me séchant comme nous l'avions fait des centaines de fois auparavant. Elle n'a rien dit pendant un moment. Puis, doucement, sans me regarder, il a dit, eh bien, tu sais. Ton père. Je sais, ai-je dit. Et je le savais. La question n'a jamais été là. C'était le dernier jeudi d'avril. 5 mois plus tard, tout ce que mon père pensait de moi, de ce que j'étais, de ce que je valais, de ce que j'avais construit, allait être démoli en un seul après-midi. Pas par moi. Pas parce que j'ai dit ou fait. Simplement parce qu'il a franchi une porte. Je m'appelle Sarah Chin. J'ai 34 ans. Je vis dans un appartement d'une chambre sur Maple Street avec un canapé que j'ai acheté dans un magasin d'occasion et une cafetière qui est plus vieille que mon neveu. Je conduis une Honda Civic de 2018 ans avec 94 000 km au compteur. Et la peinture du pare-chocs arrière s'écaille. Quand les gens me demandent ce que je fais au travail, je réponds, je travaille dans la technologie. Puis j'attends qu'il se désintéresse, ce qui prend en général 4 secondes. Il se désintéresse toujours, parce que c'est ce que je veux qu'il fasse. Et la vérité, celle que je n'ai pas partagée avec ma famille de manière significative depuis près de 6 ans, est la suivante. Je suis le fondateur et le PDG d'une entreprise appelée Meridian Tech. Meridian est une plateforme de logiciels d'entreprise B2B. Nous créons le type d'outils que les grandes entreprises utilisent pour gérer leurs données, leur flux de travail et l'ensemble de leur infrastructure opérationnelle. Nous employons 280 personnes réparties dans 3 bureaux. Nous avons été évalués à 340 millions de dollars lors de notre dernier tour de table. Notre chiffre d'affaires annuel s'élève à 87 millions de dollars. L'année dernière, TechCrunch nous a cités dans un classement des plateformes d'entreprise à la croissance la plus rapide du pays. Nous avons des clients dans 17 États. 3 d'entre eux font partie du classement Fortune 500. Je suis parti de rien. À partir d'un ordinateur portable dans un café en 2017, alors que j'avais 26 ans et 4 200 dollars sur mon compte en banque. J'ai codé moi-même la première version de la plateforme. Chaque ligne, chaque fonction, chaque interface. J'ai pitché des investisseurs en portant le même blazer que j'avais acheté dans un magasin de consignation pour 23 dollars. J'ai travaillé 16 heures par jour pendant 2 ans d'affilée. J'ai mangé des ramen pour le dîner 4 soirs par semaine. J'ai manqué des anniversaires, des vacances, des funérailles pour le père de mon camarade de chambre à l'université parce que j'avais une réunion de présentation que je ne pouvais pas reporter. Je n'en ai parlé à presque personne. Pas parce que j'avais honte. Pas parce que je ne voulais pas le partager. Je ne l'ai dit à personne parce qu'au début, en 2019, lorsque Meridian était encore petite mais déjà rentable, lorsque nous venions de conclure notre premier vrai contrat et que j'étais assis sur quelque chose qui, je le savais dans mes tripes, allait être important. J'ai essayé. J'ai fait asseoir mes parents à cette même table de cuisine, celle où David raconte ses histoires, et je leur ai dit, Maman, je pense que l'entreprise va réussir. Je pense qu'elle va devenir importante. Je me souviens de la façon exacte dont je l'ai dit. Avec précaution. Avec espoir. La façon dont on dit quelque chose quand on l'a gardé près de sa poitrine pendant longtemps et qu'on le laisse enfin sortir. Mon moi pendant un long moment. Puis il a dit, c'est bien, ma chérie. Au fait, David vient d'être promu. Ma mère a hoché la tête avec enthousiasme. Il sera directeur régional l'année prochaine. N'est-ce pas excitant? Je suis restée assise pendant 5 secondes. Et quelque chose en moi s'est fermé. Pas de façon spectaculaire. Pas avec colère. C'était plus silencieux que cela. C'était plutôt comme une porte qui se ferme doucement. J'ai souri, j'ai dit c'est super pour David et j'ai fini mon repas. Après cela, j'ai cessé d'essayer d'expliquer. Lorsqu'ils m'ont demandé ce que je faisais, je leur ai donné juste ce qu'il fallait pour répondre à la question sans rien leur donner de concret. Je travaille dans la technologie. Je m'occupe de logiciels. C'est assez ennuyeux, honnêtement. Et ils n'ont jamais insisté. Ils n'ont jamais posé la moindre question complémentaire. Pas une seule fois. Pas en 6 ans.
Pas une seule fois. Oh, quel type de logiciel, ou combien de personnes y travaillent? Ou vous vous débrouillez bien? La dissimulation n'était pas difficile. C'était presque naturel à ce stade. Ce qui était plus difficile, c'était l'argent. D'aussi loin que je me souvienne, ma famille me demandait de l'argent et je disais oui depuis presque aussi longtemps. Non pas parce qu'ils demandaient gentiment. Pas parce que les demandes étaient logiques. Parce que je me sentais coupable. Parce que quelque part, en dessous de tout cela, je croyais encore que si j'étais assez généreuse, si je donnais assez, si j'étais assez utile dans le seul domaine qu'il semblait remarquer, peut-être qu'il m'accepterait. Pas seulement en tant que personne discrète. Pas seulement comme celle qui n'a pas d'importance. Comme quelqu'un de vrai. Et la voiture de mon père avait besoin d'une nouvelle transmission en 2021. 3,4 cents. Je l'ai payé anonymement. J'ai dit à maman que c'était un cadeau d'un ami. Papa n'a jamais posé de questions. Pourquoi l'aurait-il fait? Dans son esprit, Sarah ne pouvait pas être la source. Elle occupait un vague emploi dans le domaine de la technologie qui lui rapportait à peine plus que le salaire minimum. Mon frère avait besoin de $1 200 pour une caution lorsqu'il a déménagé de la maison de papa et maman. Je l'ai donc envoyé à la tondeuse un mardi après midi. Et elle m'a répondu par texto, merci. Quand es-tu libre cette semaine? Maman veut faire le dîner. Pas un mot sur l'argent. Pas une question sur l'origine de l'argent. Ma mère m'a demandé $800 pour une facture de soins dentaires que l'assurance ne couvrait pas. J'ai envoyé l'argent dans l'heure. Elle m'a appelé pour me remercier et a passé 11 minutes à me parler de la nouvelle voiture de David. Une Audi d'occasion qu'il avait financée par l'intermédiaire d'un concessionnaire. Elle m'a dit, n'est-elle pas magnifique? Il avait l'air si bien habillé. Je ne dis pas cela pour les faire passer pour des méchants. Ce ne sont pas des méchants. Ce sont juste des gens qui n'ont jamais vu en moi quelqu'un d'important. Et quand vous ne voyez pas quelqu'un comme quelqu'un d'important, vous ne remarquez pas ce qu'il vous donne. Vous le prenez, c'est tout. Tu ne demandes pas d'où ça vient. Vous ne vous demandez pas comment ils peuvent se le permettre. Vous l'acceptez et vous passez à autre chose. En avril de cette année, j'avais discrètement envoyé à ma famille un peu plus de $14 000 rien qu'au cours des 18 derniers mois. Aucun d'entre eux ne savait d'où venait l'argent. Aucun d'entre eux n'avait jamais demandé. Le point de rupture ne s'est pas produit avec fracas. Il s'est produit un mercredi du début du mois de mai, 3 jours après ce dîner. Mon père m'a appelé à 2 heures de l'après-midi. J'étais en pleine réunion du conseil d'administration. La vraie, avec des investisseurs en ligne, des projections trimestrielles à l'écran et mon directeur financier qui passait en revue un jeu de diapositives qui déterminerait notre budget d'expansion pour le prochain exercice. Alors je l'ai laissé sur la messagerie. Et elle a rappelé à 14h14. Je l'ai fait taire. Il a appelé une 3e fois à 2h31, et cette fois il a laissé un message. Sarah, c'est papa. Écoute, j'ai besoin d'une faveur. Ma carte de crédit a été refusée à la station-service. C'est une longue histoire? Ne t'en fais pas, mais j'ai besoin d'environ $600 pour la couvrir. Envoie-les sur mon compte, d'accord? Maman s'occupera des détails. Maman s'occupera des détails. Merci. Au revoir. Il n'a pas dit s'il vous plaît. Il n'a pas demandé si je pouvais me le permettre. Il n'a pas vraiment dit merci. Il l'a juste dit comme on demande à quelqu'un de passer le sel. Décontracté. Comme si c'était la chose la plus normale qui soit. Comme si c'était la chose la plus normale au monde. J'ai écouté le message vocal dans mon bureau. Mon vrai bureau, celui avec mon nom sur la porte et une vue sur l'horizon de la ville, une mention de Forbes encadrée sur le mur de 2022 et un tableau blanc couvert de notes sur la feuille de route du produit. Je l'ai écouté une fois. Puis j'ai posé mon téléphone sur mon bureau et je suis resté assis sans bouger pendant environ 2 minutes. Regardant rien par la fenêtre. Puis j'ai pris une décision. Pas une décision de colère. Pas une décision dramatique. C'était la décision la plus calme que j'avais jamais prise dans ma vie. J'ai dit, d'accord. Juste d'accord. À moi-même. Tranquillement. Puis j'ai arrêté. Je n'ai pas envoyé les $600. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas renvoyé de message furieux pour expliquer pourquoi. Je n'ai pas écrit un long message énumérant toutes les fois où ils m'avaient congédié, tous les anniversaires où ils avaient loué David,
tous les dîners où je m'étais assise en silence et avais regardé mon frère prendre la vedette. Je n'ai rien fait de tout cela parce que ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je n'explose pas. Je m'arrête. J'ai arrêté d'envoyer de l'argent. J'ai arrêté de répondre à la demande. J'ai arrêté de me présenter au dîner de famille où je restais tranquillement assis à regarder mon frère se faire féliciter pour des réalisations qui n'étaient, objectivement, qu'une fraction de ce que j'avais déjà construit. Je ne les ai pas complètement abandonnés. J'y répondais encore parfois au téléphone. Je leur disais encore bonjour. Mais l'argent a cessé. Et le fait de se montrer s'est arrêté. Et je n'ai plus fait semblant. Et ma famille, comme on pouvait s'y attendre, ne pensait pas que j'étais sérieuse. Sarah est probablement occupée. Ma mère l'a dit à mon père, selon un message qu'elle a envoyé à mon frère et que David m'a accidentellement transmis. Tu sais comment elle est. Il pensait que ça passerait. Il pensait que je reviendrais à la table, calme et docile. Comme je l'avais toujours fait. Parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Depuis des années. Je m'étais présentée. J'avais souri. J'avais donné de l'argent et je n'avais rien demandé. Et ils avaient fini par s'y fier sans jamais se rendre compte que c'était quelque chose que je choisissais de donner. J'avais simplement choisi d'arrêter. Ils ont eu tort de penser que cela allait s'arrêter là. C'est en juin qu'ils ont remarqué pour la première fois que quelque chose n'allait pas. Mon père a appelé pour une réparation de voiture. $1800 pour des plaquettes de frein et des rotors sur sa berline. Et elle m'a appelé un samedi matin, joyeux, décontracté, comme il le faisait toujours lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Je l'ai laissé sonner. Il a appelé maman. Maman m'a appelé. J'ai laissé sonner à nouveau. 2 jours plus tard, maman a envoyé un texto. Chérie, la voiture de papa fait un bruit terrible. Est-ce que tu vas m'aider? Je l'ai lu. Je n'ai rien tapé. J'ai posé mon téléphone et je suis allée courir. Les plaquettes de frein n'ont été réparées qu'une semaine plus tard. Papa a quand même conduit la voiture, le bruit de grincement s'aggravant à chaque kilomètre, le genre de bruit qui vous fait grimacer à chaque fois que vous appuyez sur les freins. Lorsqu'il a finalement fait réparer sa voiture, il a payé avec une carte de crédit dont le solde provenait déjà d'un voyage que maman et lui avaient fait pour aller voir David à l'occasion de son anniversaire en mars. Un voyage auquel il ne m'avait pas invité. En juillet, le schéma était clair. Sans mes contributions discrètes et invisibles, les petites fissures financières dans la vie de ma famille ont commencé à apparaître une à une. La facture de la carte de crédit de maman a augmenté de 2 cents en un seul mois. Papa a commencé à se plaindre au dîner de l'augmentation du prix des produits alimentaires. Comme si le prix de la laitue avait changé du jour au lendemain. David m'a envoyé un texto, de manière décontractée, me demandant si je pouvais lui avancer $1000 pour un paiement de voiture qui devait être effectué plus tôt que prévu. Il a ajouté un emoji de rire à la fin, comme si cette demande était une blague. Ce n'était pas le cas. Je n'ai pas répondu à cette demande non plus. Pendant ce temps, ma vie continuait comme avant. Méridian était au milieu de l'un de ses plus gros trimestres de croissance. Nous venions de conclure un accord avec une entreprise de logistique représentant 4,2 millions de dollars de revenus annuels récurrents. TechCrunch nous avait mentionné dans un article du Roundup, le genre de mention qui fait le tour du secteur et reste dans les boîtes de réception pendant des semaines. 3 membres de mon conseil d'administration me demandaient de m'étendre au marché européen avant la fin de l'année. Mon responsable de l'ingénierie, une femme nommée Rachel qui m'accompagnait depuis le début, m'a envoyé un message un vendredi après-midi qui disait simplement « Nous venons d'atteindre les 500 000 utilisateurs actifs ». J'ai imprimé ce message et je l'ai affiché au-dessus de mon bureau. J'étais occupée. J'étais concentrée. Et pour la première fois depuis des années, je ne portais pas le poids invisible d'être la tirelire discrète et non reconnue de la famille. C'est en août que le contrat Harwood a été conclu. Ma responsable des partenariats, Janet Okafor, l'a signalé lors de notre réunion stratégique hebdomadaire. Elle parcourait les demandes de renseignements entrantes sur sa tablette. Elle s'est arrêtée sur l'une d'entre elles et a levé les yeux au ciel. Nous avons reçu une demande de Harwood Associates, dit-elle en consultant leur profil sur son ordinateur portable. Société de conseil de taille moyenne. 43 employés. Ils recherchent une plateforme de gestion des données pour leurs projets en contact avec les clients. J'ai regardé le nom sur l'écran. Harwood Associates. L'entreprise de mon père.
Je l'ai fixé pendant environ 3 secondes. La pièce était silencieuse. Janet attendait ma réponse. 2 autres membres de l'équipe me regardaient, attendant puis j'ai dit, procédez à l'évaluation normale. S'ils répondent à nos critères, allez de l'avant. Janet a hoché la tête. Elle ne connaissait pas le lien. Personne dans mon équipe ne le savait. Je n'avais jamais parlé de ma famille à qui que ce soit au Méridien. Pas mes parents. Ni David. Pas les dîners. Pas l'argent. Pas les années passées à être invisible. C'était un mur propre, que j'avais soigneusement construit, brique par brique. Et je voulais qu'il en reste ainsi. L'évaluation a duré 2 semaines. Harwood se qualifie facilement. Le contrat est rédigé. Les conditions ont été convenues. Tout s'est déroulé dans les règles de l'art, comme à l'accoutumée. Personne chez Meridian n'y a réfléchi à 2 fois. C'était un client comme un autre. Mais je savais. Je savais exactement ce qui allait se passer. Le 12 septembre. Un mardi. Je suis arrivé au siège de Meridian à 7h30 du matin, comme d'habitude, par l'entrée du site, un café à la main, des écouteurs dans les oreilles, une pile de courriels déjà ouverts sur mon téléphone. J'avais une journée bien remplie. Revue de produits à 9h, appel aux investisseurs à 11h, déjeuner avec notre directeur financier à 12h30. L'après-midi était réservé à l'intégration de Harwood. L'onboarding. C'était ce jour-là. Harwood a envoyé une petite équipe pour visiter notre siège, rencontrer notre personnel clé et signer les accords opérationnels finaux en personne. Janet avait coordonné le programme. Un agent de liaison de Harwood, Greg Alston, dirigeait la délégation. Je ne savais pas qui d'autre venait. Je n'avais pas demandé. Je n'en avais pas besoin. À 14h, j'étais dans mon bureau en train de revoir la feuille de route du produit lorsque Janet a frappé au chambranle de ma porte. L'équipe Harwood vient d'arriver dans le hall, dit-elle. Greg est en bas avec 2 autres personnes. Vous voulez que je les fasse monter? Faites-leur d'abord la visite standard, ai-je dit. Je descendrai à 245. Elle a acquiescé et a disparu. En bas, dans le hall principal du siège de Meridian Tech, mon père a franchi les portes vitrées pour la première fois. Je n'étais pas là pour le voir. Mais j'en ai entendu parler plus tard. Par Diana, notre réceptionniste qui travaillait à la réception depuis 3 ans et qui avait, à un moment donné au cours des 12 derniers mois, rassemblé un album de tous les grands moments de l'histoire de l'entreprise pour un anniversaire interne. Diana remarque les choses. C'est le genre de personne qui se souvient des visages, des noms, de l'expression exacte que portait une personne lorsqu'elle a franchi la porte. Diana m'a raconté ce qui s'est passé. Greg Alston est entré le premier. Son badge était déjà accroché à sa veste lors d'une précédente visite chez un autre vendeur. Elle a souri à Diana, lui a dit, délégation de Harwood, nous avons un rendez-vous à 14h, et elle a commencé à afficher les formulaires d'arrivée sur son ordinateur. Derrière lui, 2 hommes sont entrés. L'un d'eux était un jeune associé nommé Patrick, âgé d'une 20aine d'années. Le nez dans son téléphone. L'autre était mon père. Robert Chin est entré dans le hall et s'est arrêté. Il s'est arrêté comme on s'arrête quand on entre dans une pièce et que quelque chose ne colle pas. Pas de façon dramatique. Pas comme dans un film où quelqu'un allait et titube en arrière. Ses pieds se sont immobilisés. Ses yeux ont bougé. Le hall d'entrée du Meridian n'est pas ostentatoire. Nous ne sommes pas une entreprise technologique qui dépense 20 millions de dollars pour un baby-foot et un toboggan entre les étages. Il est propre. Il est moderne. Des sols en marbre blanc. Des touches de bois chaud. Un long bureau de réception et du laiton brossé. Sur le mur de gauche, des panneaux de verre allant du sol au plafond affichent la chronologie de notre entreprise. Et la fondation en 2017, le premier lancement de produits en 2018, la série A en 2019, la série B en 2021, la mention dans Forbes, les récompenses de l'industrie. Les étapes importantes pour les clients. Chaque événement est daté, documenté, et sur le mur de droite, le mur principal, celui que l'on voit dès que l'on franchit les portes. Il s'agit d'un simple panneau de 2,5 mètres de large et de 2,5 mètres de haut, le mur du fondateur. Ce n'est pas de la vanité. C'est une tradition dans notre secteur, une façon d'ancrer l'identité d'une entreprise à la personne qui l'a créée. D'autres entreprises technologiques le font également. Apple avait Job. Google a eu Page et Brun. Meridian m'a moi. Ma photo,
Un cliché professionnel, en noir et blanc, pris lors d'une séance de photos pour un magazine au printemps dernier, est centré sur ce panneau. Mon nom est imprimé en dessous, dans une typographie claire et moderne. Et sous mon nom, 4 mots. Sera-Chan. Fondateur et F. 12 pieds de haut. Mon père se tenait dans ce hall et regardait ce mur. Diana m'a dit plus tard qu'elle avait vu son visage passer par quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Ce n'était pas exactement un choc. C'était plutôt comme un lent recalcul. Comme si quelqu'un venait de lui montrer un problème de mathématiques qu'il avait mal résolu pendant 30 ans et que la bonne réponse lui sautait aux yeux. Greg se retourna. Robert, ça va, mon père n'a pas répondu tout de suite. Il regardait toujours le mur. Robert, c'est... Comment ça mon père? Il a pointé du doigt la photo. Mon nom. C'est ma fille. Greg a cligné des yeux. Il a regardé le mur. Il a regardé mon père. Sarah-Chan est votre fille? Mon père a hoché la tête. Diana m'a dit que ses mains tremblaient. Greg ne savait pas quoi dire. Patrick a levé les yeux de son téléphone, confus. Diana, derrière le bureau, est restée immobile. C'est à ce moment précis que Janet Okafor est descendue du 3e étage pour accueillir la délégation. Elle est entrée dans le hall avec sa tablette, le sourire aux lèvres, et s'est arrêtée lorsqu'elle a vu l'expression des visages. Tout va bien, a-t-elle demandé. Greg a pointé mon père du doigt. C'est Robert Chin. Il dit qu'il est le père de Sarah, à mon père. Puis elle a regardé le mur. Puis elle l'a regardé à nouveau. Oh, dit-elle. Juste ça. Il y a eu un silence qui a duré environ 4 secondes. Il a semblé plus long. Janet se ressaisit la première. Elle est douée pour ça. Elle sait lire une pièce et s'y déplacer avec professionnalisme, sans se soucier de ce qui se passe en dessous. Monsieur Chin, dit-elle en lui tendant la main. C'est un plaisir. Mettons tout en place. C'est à ce moment-là que Marcus Webb est entré dans le hall. Marcus est le vice-président principal de Harwood. Le patron de mon père. Elle était venue à Méridian pour la cérémonie de signature plus tard dans l'après-midi, arrivant séparément de la délégation. Elle est entrée, son manteau sur un bras, son téléphone dans l'autre, et s'est arrêtée lorsqu'il a vu le groupe regroupé près du bureau d'accueil, l'air légèrement stupéfait. Greg, dit-il, tout se passe bien. Greg hésite. Il a regardé mon père. Puis il a regardé Marcus. Chli, Marcus, voici Robert Chin. Il fait partie de votre équipe. Et apparemment, Greg a fait un geste vers le mur. À mon nom. 12 pieds de haut. Marcus a regardé le mur. Puis il a regardé mon père. Quelque chose a changé dans son expression. Pas vraiment de la surprise, mais un nouveau calcul brutal et immédiat. Il connaissait mon nom. Il m'avait vu parler lors de 2 événements industriels. Et elle avait lu les mêmes articles que tout le monde dans cette salle. Robert, dit lentement Marcus, Sarah-Chan est votre fille. Mon père n'a rien dit. Il est resté planté là. L'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Marcus n'a pas insisté. Il est trop professionnel pour cela. Il a juste hoché la tête une fois et a dit, eh bien, le monde est petit. Puis il s'est tourné vers Greg et a commencé à parler des documents à signer. Et la conversation s'est poursuivie comme le font les conversations lorsque tout le monde dans la pièce fait semblant que quelque chose ne s'est pas passé. Mais quelque chose avait changé. L'air dans ce hall était différent maintenant. Greg, Patrick, Diana, Janet, Marcus. Toutes les personnes présentes dans cette pièce venaient de voir Robert Chin découvrir que la société avec laquelle son entreprise avait signé un contrat avait été créée par sa propre fille. La fille qu'il appelait la Tech-Ting au dîner. La visite se poursuit. Greg conduit l'équipe de Harwood au 1er étage. L'espace de travail ouvert où 62 ingénieurs étaient assis en train de coder, les salles de conférence au mur de verre. Le mur de logos de clients qui comprenait 3 entreprises Fortune 500. Mon père a traversé tout cela en silence, ses yeux passant d'une chose à l'autre, recalculant. À un moment donné, ils sont passés devant un écran dans le couloir qui affichait le bulletin d'information de l'entreprise, une publication interne que nous envoyons toutes les 2 semaines. Le numéro en cours contenait une photo de moi à un événement industriel à San Francisco, serrant la main du PDG de l'une de nos plus grandes entreprises clientes. Le titre disait
Méridian clôture un troisième trimestre record. Mon père s'est arrêté devant l'écran pendant un long moment. Patrick lui a demandé s'il allait bien. Mon père a répondu qu'il allait bien. Ils sont arrivés au deuxième étage. Janet leur a montré le centre des opérations de partenariat. L'équipe qui s'occuperait du compte Harwood au jour le jour. Elle a présenté Greg aux responsables du compte. Elle les a guidés tout au long du processus d'intégration. À 14h43, le téléphone de Janet a sonné. Elle y jette un coup d'œil, hoche la tête et dit « Sarah est disponible. Laissez-moi vous emmener la rencontrer. » Le trajet en ascenseur jusqu'au troisième étage s'est déroulé dans le calme. Mon père se tenait dans le coin arrière, les bras croisés, la mâchoire serrée. Greg parlait peu de l'immeuble. Patrick était de nouveau au téléphone. Les portes se sont ouvertes. Janet les a conduits dans un court couloir, devant le bureau du directeur financier, devant l'espace de travail de l'équipe produit, devant un mur d'articles de presse encadrés, et s'est arrêtée devant une porte avec un panneau en verre dépoli. Sur le panneau, des lettres noires simples. Sarah Chin. Janet a frappé 2 fois et a ouvert la porte. J'étais debout près de la fenêtre, un café à la main. Et je regardais la ville. Je me suis retournée quand ils sont entrés. J'ai d'abord vu Greg. Puis Patrick. Puis j'ai regardé au-delà d'eux. Et il y avait mon père debout dans l'embrasure de mon bureau. Dans mon immeuble. Il me regardait comme on regarde quelqu'un quand on réalise pour la première fois qu'on s'est fondamentalement trompé à son sujet pendant très longtemps. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je l'ai simplement regardé pendant 3 secondes. Puis j'ai adopté le même calme professionnel que celui que j'utilise à chaque réunion. Greg, ai-je dit en lui tendant la main. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. Janet m'a dit beaucoup de bien de l'équipe Harwood. Greg m'a serré la main. Mademoiselle Chin, tout le plaisir est pour nous. C'est une belle opération que vous avez mise sur pied. Merci, ai-je dit. J'ai regardé mon père à nouveau. Il se tenait légèrement derrière Greg. Sans pouvoir me regarder directement. Elle avait les mains le long du corps, mais ses doigts faisaient quelque chose, s'enroulant et se déroulant lentement, comme ils le font lorsqu'il est nerveux. J'avais vu cela des milliers de fois dans mon enfance. Avant les entretiens d'embauche. Avant les disputes avec maman. Avant tout ce qui le faisait se sentir petit. Papa, dis-je à voix basse. Pas pour la chambre. Juste pour lui. Il a levé les yeux. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'est sorti. J'ai laissé le silence s'installer pendant exactement 2 secondes. Puis je me suis retourné vers Greg. Janet, peux-tu accompagner Greg et Patrick dans la révision finale du contrat au 4e étage? J'ai une autre réunion à 3 heures et je veux m'assurer que nous restons dans les temps. Bien sûr, dit Janet. Elle a guidé Greg et Patrick vers la porte avec une aisance toute pratique. Alors qu'ils sortaient, j'ai attiré l'attention de Greg. Greg? Veille à ce que Monsieur Chin reçoive tout ce dont il a besoin. Il est important pour nous. Greg a hoché la tête, confus mais poli. Patrick n'a pas levé les yeux. Mon père a été le dernier à franchir le seuil de la porte. Il est resté là un moment après que les autres soient passés. Sarah, a-t-il dit. Sa voix était différente. Plus calme que ce que j'avais entendu depuis des années. Je l'ai regardé. Je n'ai pas marché vers lui. Je n'ai pas réduit la distance. Je me suis tenu à la fenêtre de mon bureau, dans l'immeuble que j'avais construit à partir de rien, et je l'ai laissé me voir. Nous pourrons parler ce week-end, ai-je dit. Si tu le veux. Il a acquiescé. Une fois. Puis il a tourné les talons et est parti. Mon père m'a appelé 23 fois ce soir-là. Le premier appel est arrivé à 16h17, 15 minutes après qu'il ait quitté l'immeuble. Je l'ai laissé sonner. Le deuxième est arrivé à 16h22. Je l'ai également laissé sonner. À 17h. Il y avait cet appel manqué et 3 messages vocaux. Je n'ai écouté les messages vocaux que plus tard dans la nuit, assise sur le canapé de mon appartement d'une chambre, un verre d'eau sur la table basse, la ville silencieuse derrière ma fenêtre. Le premier message vocal était presque incohérent. La voix de mon père était serrée, tendue, comme s'il essayait de maintenir quelque chose ensemble qui voulait s'effondrer. Sarah, c'est papa. J'ai l'impression que, rappelle-moi. Il me rappelle. Le deuxième était plus silencieux.
Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Je veux dire, je savais que tu travaillais dans la technologie mais je ne savais pas. Sarah, 340 millions de dollars? C'est vrai? Appelle-moi. Le troisième message vocal a été celui qui m'a eu. Sa voix s'est brisée. Pas de façon spectaculaire. Pas d'une manière qu'il n'admettrait jamais si vous lui posiez la question plus tard. Mais elle s'est brisée, en plein milieu d'une phrase. Comme lorsque quelqu'un essaie très fort de ne pas pleurer et échoue légèrement. Je suis désolé, a-t-il dit. Je pense que je me suis vraiment trompé sur toi. Depuis longtemps. Et je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Alors appelle-moi. S'il te plaît. Je l'ai écouté 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone et je suis restée assise dans le silence pendant un moment. Ma mère a appelé à 6h30. David l'a appris par papa qu'il avait appelé dès qu'il avait quitté l'immeuble. Maman pleurait. De vraies larmes, pas des pleurs de façade. Elle a laissé un message vocal qui se résumait à dire « Oh, Sarah, encore et encore ». David l'a appris à 20h. Il a appelé une fois, n'a pas laissé de message, puis a envoyé un SMS disant « Papa vient de me le dire. Tu es sérieux là ?» Je n'ai pas répondu à ce texte. Je n'ai pas répondu à ce message. Et la famille élargie l'a appris dans les 48 heures qui ont suivi. Dans une famille comme la nôtre. Les nouvelles circulent par des appels téléphoniques, des textos et au moins un message de ma tante Karen qui a suscité 17 commentaires en 2 heures. À Harwood, l'impact a été plus discret, mais pas moins réel. Marcus Webb, le vice-président senior qui supervisait le compte Meridian, a pris mon père à part le lendemain matin. Marcus m'avait déjà rencontré 2 fois lors d'événements industriels. Une fois à Boston, une fois à Chicago. Il savait exactement qui j'étais et ce que Meridian valait. Robert, dit Marcus, assis en face de lui dans son bureau, pourquoi n'as-tu jamais parlé de ta fille? Mon père n'avait pas de réponse à cette question. Ou s'il en avait une, ce n'était pas celle qu'il voulait dire à voix haute. Marcus ne l'a pas mis mal à l'aise. C'est un professionnel. Mais à partir de ce moment-là, les choses ont changé à Harwood. Comme elles changent toujours lorsque quelqu'un découvre qu'un de ses employés a été discrètement lié à quelque chose d'important dont il n'était pas au courant. Ce n'était pas hostile. C'était juste bizarre. Les gens regardaient mon père différemment. Pas avec mépris. Avec une sorte de réévaluation curieuse. Greg Alston a envoyé un SMS à Janet le lendemain. Petite question. Est-il normal que la famille d'un client se présente pendant l'intégration? Je demande un ami. Janet a ri lorsqu'elle m'a raconté cette histoire. David est celui qui m'a le plus surprise. Il n'a pas rappelé pendant 3 jours. Puis, vendredi soir, il m'a envoyé un long texte. Ce n'était pas vraiment des excuses. David ne s'excuse pas facilement. Mais quelque chose d'approchant. Un accusé de réception. Il a écrit qu'il avait cherché Meridian en ligne après que papa le lui ait dit, qu'il avait passé 1 heure à lire des informations sur la société et qu'il se sentait un peu comme un idiot. Pour ne pas m'avoir posé une seule fois une vraie question sur ce que je faisais. Il a terminé son message en disant « Papa est un désastre. Maman pleure toutes les 5 minutes. Je pense que tu devrais leur parler quand tu seras prête. Mais pas avant. Selon tes conditions. » J'ai lu ce texte debout dans ma cuisine à 21h, un vendredi soir, et c'est le moment où j'ai le plus failli pleurer. Je n'ai pas parlé à mes parents ce week-end-là. Non pas parce que je les punissais. Je n'étais tout simplement pas prête. Il y avait trop d'espace entre nous. Trop d'années de rejet silencieux. Trop de dîners où j'ai souri et n'ai rien dit. Trop de fois j'ai donné de l'argent sans rien demander en retour, si ce n'est d'être vu. J'avais besoin de savoir ce que je voulais vraiment dire avant de le dire. 3 semaines plus tard, un dimanche matin, mon père m'a envoyé un message. Il était court. 4 phrases. Sarah. Je te dois des excuses. De vraies excuses. Pas au téléphone. On peut prendre un café? Je l'ai lu assise sur mon canapé, à l'endroit même où j'avais écouté ces messages vocaux. La lumière du matin entrait par la fenêtre. Mon appartement était calme. La Honda Civic était garée à l'extérieur, la peinture de son pare-choc s'écaillant. Tout avait l'air exactement comme avant. J'ai relu le texte une fois de plus.
Puis j'ai posé mon téléphone et je suis allé préparer le petit déjeuner. Je n'ai pas répondu ce jour-là. Non pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que, pour la première fois de ma vie, je n'avais pas à me précipiter pour donner à ma famille ce dont elle avait besoin. J'avais construit quelque chose de concret. Quelque chose qui attirait 280 personnes par jour. Quelque chose qui valait 340 millions de dollars. Quelque chose qui m'avait pris 8 ans de silence et de sacrifice pour le créer. Et cela n'allait nulle part. Le café pouvait attendre jusqu'à lundi. It's time for me to hit the hay. Good night. I hope you enjoy. Sweet dreams. Bye-bye. I want to show you my big red button. You see this button right here? Right here. This is my brain melter button. One press and your brain turns to goo. Literally, it will feel like you are frozen in time, perhaps even hypnotized. I'll show you my brain melter. Ready? 1, 2, 3. Doesn't that just instantly make your brain go quiet? Quiet. Quiet. Quiet.
This is also really good for when you have a headache. Come back to this video if you have a headache. I promise.